Évidemment, les startups ont été les premiers à s'emparer de l'IA. Le principe de la startup, c'est de venir résoudre une problématique. C'est vraiment le point de départ de la création de la startup et donc c'est cette solution-là qu'elles vont venir proposer grâce à l'IA. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui à Euratechnologies dans le temple de l'innovation et des startups avec Koussé Vanek. Bonjour Koussé. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous dire, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Euratechnologies, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, ce qu'est Euratechnologies ? Oui, donc moi je dirige Euratechnologies et en fait c'est un incubateur, accélérateur de start-up. On a eu la chance d'être classé numéro 1 des hubs de start-up en France par le Financial Times récemment. Bravo. Et donc merci. Et nous accompagnons massivement des start-up puisqu'on en accompagne 200 chaque année et sur différentes verticales. Ça veut dire qu'on va avoir des start-up sur les technologies qui disruptent le retail, la cybersécurité, l'industrie. Donc voilà. Très vaste. Bon, ça existe depuis au moins 2008, puisque comme on le disait en préambule, ma première entreprise, Vecchia, a été installée à Euratechnologies parmi les toutes premières. Bienvenue chez toi. Donc c'est un retour aux sources, merci de l'accueil. Alors là, aujourd'hui, notre thème, évidemment, c'est autour de l'intelligence artificielle et du monde des startups, donc des jeunes entreprises qui font de l'innovation et qui ont envie de disrupter le monde. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce qui se passe dans les startups d'Euratechnologies autour de l'intelligence artificielle ? En fait, c'est parce que je me suis posé cette question-là, mais qu'est-ce qui se passe dans nos startups sur l'intelligence artificielle, que j'ai mené une enquête quantitative auprès des 600 fondateurs de startups d'Euratechnologies. Donc, il y en a 92 qui nous ont répondu de manière super détaillée sur justement où est-ce qu'ils en sont. Un bel échantillon. Voilà, un bel échantillon et puis avec plein de maturités différentes de startups. Oui. Et très sincèrement, déjà la première très bonne surprise que nous avons eue, c'est de voir que dans une startup sur deux, l'IA est vraiment constitutive de leur offre. Oui, d'accord. Et ça, c'est important. Et puis, sur l'autre moitié, en fait, c'est dans leur roadmap. Oui, d'accord. Donc, c'est très intéressant. Et quand on veut dire l'IA est constitutive de leur solution, je te donne un exemple. TenderCrunch, c'est une startup qui s'est déclarée ayant l'IA au cœur de sa solution. Et ce qu'il propose, c'est de répondre à des appels d'offres grâce à une IA générative. Donc, c'est-à-dire utiliser toutes les réponses précédentes pour gagner du temps, gagner au moins 50% de productivité quand on répond à des appels d'offres. Alors, ce que je trouve aussi toujours formidable avec l'écosystème des entrepreneurs et l'innovation, c'est qu'ils se positionnent finalement sur des problématiques qui sont identifiées par les entreprises. Le sujet de la réponse aux appels d'offres, on le retrouve dans énormément de boîtes aujourd'hui qui se disent « mais comment je vais pouvoir le faire avec de l'IA ?» Et donc là, les startups travaillent en fait pour proposer des solutions pragmatiques et simples d'usage pour faire ce genre de choses. Tu aurais d'autres exemples à nous partager sur les usages de l'IA dans les entreprises d'Euratech ? Oui, on a pas mal d'exemples qui sont sur des choses très différentes. On a par exemple la startup Arcadie qui utilise en fait l'IA pour donner la possibilité aux collectivités en temps réel de faire de la veille territoriale. Et ça veut dire d'être capable de prédire à la fois une catastrophe naturelle, mais aussi des émeutes sociales. Et donc aujourd'hui, ils ont fait déjà des POC sur les territoires et ils arrivent à très bien prédire les incendies. D'accord. Donc voilà, des vrais outils très intéressants pour les collectivités, mais aussi les entreprises, et qui utilisent vraiment dans leur data à la fois vraiment des données open source, donc ils vont aller chercher des données qui viennent de l'INA, mais qui vont aussi chercher des données satellitaires, et puis ils vont les combiner avec des données privées qui vont venir de leurs clients, des collectivités, et c'est le fait de traiter l'ensemble de ces données qui va pouvoir fiabiliser en fait une réponse en temps réel et des estimations en temps réel de des impacts d'une inondation, d'un incendie, voilà. Et on sait que c'est des sujets qui vont être de plus en plus d'actualité avec le réchauffement climatique, tout simplement. Bien sûr, non, c'est un très bel exemple. Et est-ce que dans ta perception, l'arrivée de l'IA à partir du moment un peu Spoutnik qu'a représenté la sortie de ChatGPT en fin 2022, ça a changé la façon dont les entrepreneurs se lancent dans l'entrepreneuriat, ou est-ce que finalement c'est une technologie comme une autre dont ils s'emparent ? Est-ce que tu as vu une vraie différence dans l'approche ?
En fait, il y a deux choses qui changent. Il y a comment est-ce que globalement tout le monde travaille. Ouais. Et donc, évidemment, les startups ont été les premiers à s'emparer de l'IA et de l'IA générative pour être plus efficaces dans leur travail. D'accord. C'est un peu IA for workplace. Et donc là, c'est leurs process commerciaux, leurs process marketing. Donc ça, évidemment, ils ont été les premiers early adopters de l'IA pour cette efficacité-là. Ensuite, il y a vraiment leur roadmap et leurs solutions et comment l'IA est au cœur de leurs solutions. Et c'est là, justement, qu'on les a interrogés sur quelles sont les difficultés qu'ils ont. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils accélèrent et Bien que sûr. ça se passe toujours mieux. Enfin, donc Ouais, voilà. bien Donc, sûr. on a envie de connaître leurs défis pour pouvoir les aider à mieux y faire face. Et on pense qu'en tant que champion de l'IA, ce qu'ils voient comme difficulté, ce qu'ils voient comme ressource pour s'en sortir, on pense que ça peut bénéficier au plus grand nombre. Bien sûr, oui, tout à fait. En tant qu'early adopter, ils auront plein de leçons à partager avec le reste de l'écosystème. Alors du coup, il y a un peu de suspense là dans ce que tu as dit. C'est quoi les difficultés auxquelles ils se sont confrontés et qu'est-ce que ça dit aussi de leur appropriation de la technologie? Oui, en fait, la première difficulté, et c'est assez spectaculaire, c'est le rythme. La première difficulté, c'est le rythme, c'est que c'est frénétique et que tout le temps, ça bouge et qu'il faut se tenir au courant. Et donc, c'est vraiment la première chose qu'il cite. C'est vraiment étonnant parce que il le cite devant la collecte des données. Oui, d'accord. Qu'on pourrait imaginer vraiment en top des priorités. Et donc là, sur le rythme frénétique, on y reviendra, mais voilà, on peut les aider là-dessus. La collecte des données, effectivement, on sait aujourd'hui que les startups de la technologie, en fait, utilisent vraiment à part égale 4 sources de données, donc au même niveau. Donc en 1, les data open source. Ensuite, on va avoir la création de bases de données internes. En 3, on va avoir effectivement l'utilisation des données de leurs clients. D'accord. Et enfin, en 4, le scrapping des sites web. Et donc, le fait d'aller chercher ces données-là. Et donc, c'est vraiment utilisé de manière tout à fait équivalente. Et les défis qu'ils vont avoir ensuite, après cette collecte de données, ça va être lié à la dépendance. Et ça, je pense que c'est un sujet qui revient souvent dans les carnets d'IA. C'est que la dépendance, le fait de se rendre dépendant de services externes, et c'est le cas vraiment dans l'IA, c'est un enjeu parce que face au rythme soutenu, face aux innovations qui arrivent, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir être capable de changer rapidement d'un langage à un autre, de le faire le plus vite possible, au moindre coût. Et donc ça, c'est un de leurs enjeux. Et puis ensuite, bien sûr, c'est vis-à-vis de leurs clients. C'est de ne pas les rendre dépendants d'un fournisseur. C'est une exigence des clients et une préoccupation des clients. Et donc, certains ont perdu des appels d'offres parce qu'ils s'appuyaient sur des langages open source. Oui, d'accord. Ah oui, ok, très bien. Et dans les difficultés, il y a d'autres points qui sont remontés. Donc, la difficulté justement de suivre le rythme, la difficulté d'accéder aux données. Il y a d'autres points qui sont remontés dans les témoignages des start-upers. Oui, en fait, il y a aussi la partie évidemment budgétaire parce qu'il y a l'accès aux ressources de calcul et puis aussi il y a le budget qu'ils veulent consacrer à tester tous les nouveaux langages. D'accord. Et donc ça fait partie un peu de la veille et donc ça, on le voit. L'autre difficulté, et on s'en doute, il y a les besoins RH. Il faut trouver des profils compétents, des talents, comme on dit, et c'est pas facile parce que tout le monde se les arrache. Tout le monde se les arrache. On voit qu'il y a 2 profils qui les intéressent en priorité. Donc, il y a le profil data scientist et le profil software engineer. D'accord. Donc, en fait, on se dit, c'est pas vraiment une énorme surprise d'avoir ces 2 profils qui ressortent. Oui. Mais ce qui vient juste après, c'est chercheur IA. Et ça, c'est intéressant parce que, voilà, tu te sens peut-être concerné et tu fais pas mal de mentorat. Je l'ai été, en effet. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont un besoin plutôt ponctuel de chercheurs IA, alors que data scientist, software engineer, ça va être sur un besoin en temps long, en CDI. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, on pense qu'on peut les aider là-dessus, en connectant justement avec les chercheurs et les laboratoires de recherche. D'accord, oui, c'est très intéressant, d'où l'intérêt d'être dans un incubateur dans ces phases-là pour avoir accès à une université, ce qui n'est pas forcément facile quand on est une petite start-up isolée dans la nature. Je pense qu'être isolé n'est vraiment pas une bonne solution. C'est pour ça qu'on existe, c'est pour ça que la technologie existe. Et enfin, ce qui est très intéressant, et c'est le dernier point, et je pense que c'est celui sur lequel on peut aussi aider les startups à craquer le point, c'est que finalement, la difficulté principale pour leur expansion, pour leur essor, c'est le client. Oui. Sans surprise, parce que elles ont client, des solutions. Il n'y a pas de croissance. Il y a 100 clients, il n'y a pas de croissance et il n'y a pas de start-up. En tout cas, c'est pas pérenne. Et les clients, leur réticence aujourd'hui pour adopter les solutions qu'ils ont en vente, qui sont sur l'étagère, c'est déjà évidemment la crainte de perturber les processus existants. Oui. Et c'est vrai
adopter l'IA, finalement, c'est accepter de confier une partie de sa réflexion à une IA. Et c'est pas si simple. En fait, on peut le constater, ça prend du temps. Oui. Et donc ça fait partie vraiment des enjeux qui ressortent. D'accord. Ensuite, et ça on l'a vu en miroir, c'est que la sécurité, la confidentialité des données, le fait d'être propriétaire de ces données, évidemment c'est un frein chez les clients. Et puis enfin, la méconnaissance de l'IA. Et ça, le fait que le client lui-même ne comprenne pas l'IA, ne soit pas formé, et juste quelques vagues idées, en fait, finalement, la start-up, et j'en parle vraiment d'expérience parce que au-delà de l'étude, j'ai moi-même fait des rendez-vous commerciaux avec des start-up et des grands groupes. Et finalement, on a des personnes qui sont très novices. Et donc, du coup, il y a toute une phase d'éducation, d'explication, d'acculturation qui fait perdre beaucoup de temps à la start-up, qui rallonge les délais de décision. Et voilà. Et donc, c'est un enjeu, et c'est un enjeu qui nous a d'ailleurs conduit à imaginer, avec l'Université catholique de Lille, une formation IA pour les managers. Tout à fait. C'est une très bonne initiative, et c'est vrai qu'avec ce podcast notamment, on essaie aussi de contribuer à la culturation de l'ensemble du monde économique à l'intelligence artificielle. Merci pour ces éléments. Ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour Coussé, je me demandais, dans un monde qui est dominé par des grandes plateformes comme OpenAI, est-ce qu'il y a encore une place aujourd'hui pour des startups qui viennent de Lille, même d'ailleurs en France ? Absolument. Non, effectivement, ce qui est intéressant aujourd'hui et dans les 50 startups qu'on a cartographiées sur l'IA, c'est qu'elles offrent des solutions qui sont des cas d'usage qui s'appuient sur des grands langages, des grands modèles de langage. Et donc, elles vont proposer des cas d'usage sectoriels. Et donc, c'est agnostique. Est-ce que c'est à Lille ou est-ce que c'est à Aix ou à Paris? Et elles vont proposer, en fait, de la réduction de coûts de conformité, de la prédiction de risque, du suivi de commandes en logistique. En fait, l'IA va venir booster tout un certain nombre de réponses à des problématiques très précis, secteur par secteur ou métier par métier. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que les Américains, ils ont des plateformes un peu à tout faire, mais que ce qui va être intéressant pour les entreprises utilisatrices, c'est d'avoir une réponse concrète sur un cas d'usage précis, et celle où les startups ont une place. Et les startups ont une vraie place parce que le principe de la startup, c'est de venir résoudre une problématique. Oui. Et venir résoudre un pain, un problème chez un client. Et donc, c'est vraiment le point de départ de la création de la startup. Et donc, c'est ces solutions-là qu'elles vont venir proposer. Et aujourd'hui, avec des réponses assez bluffantes en termes de productivité, d'efficacité, grâce à l'IA. Dans ton esprit, le profil un peu des créateurs de startups dans le domaine de l'IA, ils viennent d'où? C'est des étudiants qui viennent de finir leurs études? C'est des professionnels qui étaient dans un métier, qui se lancent pour apporter une solution à un problème qu'ils ont rencontré? Comment tu vois les choses aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est souvent de toute façon des startups qui sont des équipes. C'est souvent des cofondateurs, cofondatrices. Et en fait, généralement, il y a un profil technique qui est d'un âge assez varié. Très sincèrement, on a vraiment des profils venant d'école comme de profils plus experts. Et aujourd'hui, on a créé un club au sein de Ratechnologie qui rassemble les experts de l'IA. D'accord. Donc les experts techniques de l'IA, ils sont 40. Donc c'est un club fermé parce qu'ils avaient besoin justement de la confidentialité, j'imagine. C'est moins de la confidentialité que d'être vraiment entre experts et de s'échanger vraiment sur les problématiques qu'ils rencontrent dans leur modèle et dans l'exploitation de leur modèle. Et donc, ce qu'on a vu dans ce club, c'est que c'est globalement des hommes. Très peu de femmes, malheureusement. Ils viennent de tout secteur, mais le fait de s'appuyer sur cette technologie-là leur donne un langage commun. Oui. D'accord. Et donc, effectivement, ils ont des âges qui vont de globalement 25 ans à 45 ans. Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui du club des 40 CTO IA de Ratechnologie. D'accord, très intéressant, et ça donne de l'écho aussi à notre combat ici, notamment au carnet de l'IA, qui est de contribuer à féminiser ces métiers qui restent aujourd'hui très masculins. Donc ce Club Tech, c'est un élément finalement de résilience et puis de renforcement des startups, mais sur quoi d'autre elles comptent en fait pour relever tous les défis dont tu nous as parlé tout à l'heure? Déjà, ils comptent sur eux-mêmes, les entrepreneurs. Et ça, c'est bien vu. Ça, c'est bien vu. C'est sûr. Parce qu'en fait, justement, face au rythme frénétique, il faut être sur une veille constante. Et donc, il faut être acteur, justement, de cette veille-là. La deuxième chose sur laquelle les entrepreneurs comptent, c'est leur équipe. On voit que c'est spécifique. 73% citent la transmission des connaissances en interne comme moyen de former à l'IA.
D'accord. Et donc oui, il y a une formation externe et comme tout le monde, ils ont besoin de se former et font appel à des formations externes. Mais le rythme d'innovation fait que, en fait, ils se structurent pour que en interne, ils puissent s'auto-former et se former mutuellement. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Même nous, en tant qu'incubateur, on est en train de réfléchir sur des nouveaux formats où on n'est pas en mode keynote, on n'est pas en mode atelier, mais comment est-ce qu'on favorise l'apprentissage pair à pair pour suivre le rythme et suivre la vitesse. D'accord. Alors, il y a deux choses que je trouve très intéressantes dans ce que tu viens de dire. La première, c'est que même les spécialistes de l'IA sont débordés par la vitesse, donc c'est un peu rassurant quelque part pour ceux dans les entreprises un peu plus traditionnelles qui se sentent dépassés. En même temps, ça peut faire peur. Mais en même temps, ce que tu dis, c'est que là, il y a une pratique finalement de diffusion de la connaissance qui peut s'appliquer dans n'importe quelle entreprise. Dans une entreprise, il y en a qui sont plus avancés, d'autres qui sont moins avancés. Et donc, les start-upers, ils ont un petit peu découvert des nouvelles méthodes finalement de diffusion de ces connaissances en interne. Voilà, ils ont été obligés d'aller vite. Ouais. Et justement, le manque de ressources financières comme RH, les a poussés à créer ces modes de transmission de connaissances. Tout à fait. C'est tout à fait passionnant. Alors, ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Dans un monde de l'IA où tout va très vite, aujourd'hui, qu'est-ce qu'apporte Euratechnologies ? Moi, je pense que notre caractéristique, c'est qu'on a des experts. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est la richesse et le côté très pointu des expertises IA qu'on rassemble. D'accord. Et donc, que ce soit sur le traitement de la voix, sur du texte, vers des modèles 3D, enfin, il y a des cas d'usage qu'ils ont développés qui sont vraiment bluffants. Ouais. Et du coup, ce qu'on a apporté à la France, c'est ces expertises techniques et qu'aujourd'hui, on sera jamais trop nombreux. Et j'espère, qu'on va pouvoir apporter cette contribution-là dans le cadre du sommet de l'IA en février. Oui. Enfin, voilà, c'est. D'accord. Mais je te rejoins tout à fait sur cette notion d'expertise. En fait, ce qui fait la valeur d'une technologie dans le domaine de l'IA, c'est l'expertise dans le domaine du métier de l'utilisateur et de la technologie. Et effectivement, je partage complètement ton analyse qu'ici, il y a des vrais experts qui ont les deux casquettes. Absolument. Et aujourd'hui, les expertises sont rares et précieuses. Tout à fait. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Koussé pour ces éléments et cette description aussi de l'IA chez Euratechnologies. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée, à nous laisser des commentaires et aller rendre visite à notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.